Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc bienvenue, welcome. Je suis ravie de vous accueillir pour la cérémonie de remise des prix et notamment du Grand Prix ANDRH. Voilà, quand même, allez, hein, parce que là on est quand même là. On est quand même là après notre job, donc on va se détendre quand même ce soir. Hein, faut pas l'oublier. Bon, et vous le savez, c'est notre seconde édition. Donc on se rôde. Et alors, cette cérémonie, ou tout cet exercice, vise à mettre en lumière des projets RH, voire un peu plus larges, qui ont été réalisés cette année, des projets innovants, audacieux, qui vont un peu plus loin que les pratiques habituelles. Et ce qu'on a cherché à faire au sein de la NDRH, c'est vraiment de les mettre en lumière, de les présenter. Donc vous allez les voir, ils ont été illustrés en vidéo, pour ensuite en parler, faire en sorte que ça résonne dans les différentes entreprises et qu'on puisse, on est toujours dans cet esprit de partage de bonnes pratiques. Donc je pense que ce soir on va se régaler à découvrir nos pépites. Alors, donc ce soir, bien évidemment, on tient à remercier également nos partenaires. Alors, je les vois un peu partout, mais qui vont nous accompagner tout au long de la soirée. Et pour présider cette seconde édition, donc le choix de la personnalité a été une évidence. Et donc j'appelle Elisabeth Moreno. Alors, juste un petit mot, et je te laisse la parole, mais juste un petit mot. Ça a été une évidence. Alors, peut-être vous n'étiez pas présent, mais Elisabeth, tu avais été notre invitée d'honneur lors d'un dîner-débat où nous avions eu le plaisir d'échanger avec toi. Et tes mots ont résonné dans l'équipe, dans les différents groupes, ont résonné particulièrement pour moi également. Et je voudrais te citer, alors ça va être dur, mais je vais te citer. Tu nous as partagé ces éléments suivants. L'entreprise est l'espace collectif le plus puissant qui existe aujourd'hui après la famille. C'est l'un des espaces dans lequel on peut donner le plus de sens au collectif. Et vous, DRH, donc nous DRH, vous avez cette possibilité. Et c'est d'ailleurs votre rôle d'engager le changement. Et je crois que ce soir, c'est ce qu'on va chercher à montrer. Donc un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu de la présidence. Donc alors, oui, bah tiens. Merci infiniment, chère Audrey, d'abord pour votre confiance. Merci à la NDRH de m'avoir confié cette immense responsabilité. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi. Je suis évidemment extrêmement heureuse d'être avec vous ce soir. Et je crois que la tradition me permet, il me reste quelques heures quand même pour vous souhaiter une année de compétition. Je veux vraiment, parce que l'année 2024 démarre avec quelques questionnements, mais vous le savez, ça va être une année olympique. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de résigné. Et même si les choses peuvent parfois sembler compliquées, je veux vraiment vous souhaiter une très belle et très heureuse année 2024. D'abord, la santé, l'amour, et le reste, je vous laisse vous en débrouiller. J'ai été particulièrement heureuse de présider cette édition de 2023 avec un jury extraordinaire. Je tiens à les citer parce que vous savez bien qu'un président de jury sans jury, c'est comme une équipe ils sont là, super. Eh bien, vous voyez toutes leurs photos, mais je veux mentionner peut-être les ambassadrices et ambassadeurs est-ce que c'est noté? Ah ben, tout est noté, donc je n'ai besoin de rien citer du tout, comme ça on va gagner du temps sur le timing. Je voudrais aussi vous dire que merci Audrey d'avoir repris les mots que j'avais utilisés quand on avait passé cette soirée à laquelle vous m'aviez énormément challengé, mais j'avais trouvé ces échanges extrêmement intéressants. 2024 va être une année compliquée pour les DRH que vous êtes, parce que c'est une année à la fois d'innovation, c'est une année de
renouveau, c'est une année de construction. C'est une année qui va vous amener beaucoup de défis entre la qualité de vie au travail, les générations Y, Z et je ne sais plus quelle lettre. Je crois que c'est la première fois qu'on a 4 générations dans une même entreprise. Les transformations digitales qui n'en finissent pas. Le recrutement des talents qui est toujours plus complexe. Bref, ça ne va pas être simple. Et en même temps, moi je dis qu'à chaque fois qu'il y a des défis auxquels nous sommes confrontés, ce sont des opportunités pour changer les choses. Et ça va, je l'espère, vous rendre plus fort. Ça va vous permettre d'avoir une place encore plus stratégique dans l'entreprise s'il en est. Vous allez voir combien les managers vont vous adorer quand vous allez leur sortir les épines du pied. Donc je vous souhaite vraiment à tous et à toutes une excellente soirée. Je veux vous dire que nous avons été impressionnés par les 25 dossiers qui ont été retenus sur, je crois, une 60aine de candidatures qui sont là aussi. C'est assez impressionnant de voir combien les entreprises sont innovantes aujourd'hui sur des sujets que nous n'abordions même pas il y a encore 10 ans. Je ne peux pas vous m'empêcher néanmoins de vous dire que j'ai vu certains dossiers. Mais quand même, ils se fichent du monde, hein, c'est pas possible. On a l'impression qu'ils ont postulé pour postuler. Je ne donnerai pas de nom, mais je peux vous garantir que les 25 dossiers qui ont été retenus sont exceptionnels. Et je pense que vous pouvez vous applaudir si vous êtes dans la salle et applaudir si vous n'êtes pas dans la salle quand même. On attend aujourd'hui les entreprises sur des sujets auxquels elles n'est pas préparée. C'est vrai. C'est vrai. Mais l'entreprise aujourd'hui porte des responsabilités sociétales plus importantes que jamais. Et parce que vous portez ces responsabilités sociétales, vous portez aussi les espoirs de femmes et d'hommes qui veulent croire que dans leur boîte, ils vont pouvoir s'épanouir, ils vont pouvoir créer, inventer, innover, créer de la richesse pour eux, mais aussi pour la société et pour notre pays tout entier. Et rien que pour ça, on devrait valoriser davantage les métiers qui sont les vôtres. Donc, je vais m'en arrêter là parce que je sais que certains trépignent. Et je vous souhaite, pour moi, vous avez déjà tous gagné, mais il y en a quelques-uns qui ont gagné encore plus que d'autres. Très bonne soirée à tous. Alors, vous allez découvrir le prix du CARE, le prix de l'environnement, de la diversité et inclusion et le prix du business avant de découvrir le grand prix, le coup de cœur. Et Vincent, je t'invite à nous partager. C'est ici que ça se passe. Donc Vincent de Top Employeur, tu nous accompagnes depuis de nombreuses années et je t'en remercie personnellement. Et donc ça résonne comment pour toi ce choix de catégorie ? Bonsoir à toutes et à tous, merci Audrey. Alors oui, effectivement, est-ce que ça résonne avec les tendances qu'on peut constater dans les entreprises aujourd'hui ? Comme chaque année, on publie un rapport des tendances qui est issu en fait des données récoltées lors des audits des entreprises qui décident de se faire auditer afin d'être certifiées Top Employeur. Et donc, on a une mine d'informations qui nous permettent ensuite, une fois analysées, d'identifier, d'en extraire des tendances. Et pour 2024, on a réussi à identifier 5 tendances. Et j'ai une bonne nouvelle pour la NDRH, c'est qu'elles font toutes écho, ou plutôt l'inverse, les 4 prix font bien écho aux tendances qu'on a pu constater. Voilà. Donc je vais vous expliquer ça rapidement. Je suis comme Benoît Serre, j'ai besoin de mes anti-sèches numériques. Moi. Alors le premier prix, si je prends le premier prix, qui est diversité et inclusion. On a identifié une tendance que nous, on a appelée élargir l'horizon de la diversité, équité et inclusion. Donc il manque peut-être le mot équité, mais pourquoi pas une évolution à venir. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que la diversité, équité et inclusion sera plus large cette année que la segmentation habituelle qu'on a pu constater, segmentation femmes-hommes, segmentation Gen Z, seniors, etc. Et par exemple, on va voir par exemple les entreprises qui vont commencer d'attirer des talents, des profils peu habituels pour les entreprises, comme par exemple des talents neurodivergents, des candidats avec des casiers judiciaires, par exemple. Et ça, c'est des choses qu'on commence à ressentir. Deuxième prix, le prix RH et environnement. On a identifié une tendance, nous, qu'on a appelée « mieux s'engager pour préparer l'avenir ». Pourquoi ? Parce que, en fait, et ça surprendra personne, la raison d'être continue de guider l'orientation des entreprises, mais pour autant, les dirigeants vont devoir comprendre que finalement, s'ils veulent absolument
garder leurs collaborateurs, le plus important, ça va être finalement que les collaborateurs ont besoin de la raison d'y être et pas seulement la raison d'être. Et ça, c'est quelque chose d'important et ça passe notamment par le rôle et par la qualité du management et du leadership. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un impact important sur le taux d'engagement des collaborateurs dans les entreprises qui, certes, avaient une raison d'être, mais quand le management était bon, le niveau d'engagement était supérieur. Et puis parce qu'aussi, dans les entreprises, on a une tendance à structurer toujours plus. Et si on s'aperçoit que finalement, on enlève du process, les collaborateurs, finalement, s'y retrouvent mieux. Et donc, la raison d'y être est plus importante. Troisième prix, le prix du care. On a identifié une tendance qu'on a appelée « Assurer l'efficacité des initiatives en matière de bien-être ». Pourquoi ? Parce que cette année, l'accent sera mis sur des offres de bien-être et de QVCT sur mesure, consistant à faire les bons choix plutôt que de continuer à finalement offrir tout ce qui est possible d'offrir aux collaborateurs. Deux raisons à cela. Nos audits ont montré que d'une part, au bout d'un certain point de saturation, si on ajoute des programmes de bien-être, il n'y aura pas de bénéfices supplémentaires pour les collaborateurs. Et puis parce que, comme vous venez de le dire très justement, on est dans un contexte géopolitique et économique un peu instable cette année et qu'on ne voudrait pas que tout ce qui est initiative de bien-être soit relégué à du nice to have et fasse partie malheureusement des initiatives sacrifiées sur l'autel financier de nos actionnaires ou de nos directions financières. Donc on doit prouver qu'elles sont plutôt efficaces et donc le sur-mesure va payer. Dernier élément, le prix RH et business. Il reste un prix, le quatrième. Il nous restait deux tendances, ça tombe bien. Les deux tendances font plutôt écho à ce prix-là. La première, c'est développer les potentiels grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de l'intelligence artificielle générative, la tendance que l'on voit déjà pour cette année, c'est comment on va passer de ce que vous pourriez faire avec l'IA à ce que vous devriez faire avec l'IA. Et puis dernière tendance, toujours en lien très, très direct avec RH et business, mieux dialoguer pour mieux transformer l'entreprise. Le dialogue entre les employeurs et les collaborateurs cette année va se renforcer, et notamment pour les impliquer davantage sur tout ce qui est processus clé de décision dans l'entreprise. Donc, qui dit processus clé de décision, dit transformation de l'entreprise, dit le lien entre le RH et les business. Donc, au final, et en synthèse, excellent choix des thématiques, parce qu'on est en plein, en effet, dans les tendances qu'on a pu identifier chez les top employeurs. Merci Vincent, mais ce que vous voyez là, c'est que vraiment, on a cherché l'exigence. C'est pas le prix du care ou le prix de D&I de façon globale. On a vraiment cherché à faire la différence pour que les dossiers qui soient présentés servent à la communauté RH et fassent progresser le collectif. C'est vraiment ça qui a été fait dans cette recherche et dans ce travail qu'a réalisé le jury, les membres du jury. Merci pour ton explication, c'était très clair. Ok, allez, on passe au premier prix. Alors, on va commencer par le prix de la diversité et d'inclusion. Et donc, j'appelle Majda de Sodexo et Laetitia de l'APEC. Alors, Laetitia, sur ces thématiques de diversité et d'inclusion sur lesquelles nous sommes tous impliqués, qu'est-ce que tu vois à travers l'APEC, ce qui fonctionne bien, de ce qui peut être très impactant, plus impactant sur les taux d'emploi, sur peut-être certaines populations. Voilà. Explique-nous comment ça résonne au sein de l'APEC pour toi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Audrey, merci à la NDRH de votre invitation. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir et ravie en effet de remettre ce prix de la diversité et de l'inclusion qui est au cœur des préoccupations de l'APEC. Pourquoi ça reste au cœur de nos préoccupations? Pourquoi c'est sans doute au cœur de vos préoccupations? Parce que même si les choses bougent, force est de constater que les inégalités persistent trop souvent, trop longtemps, que quand ça avance trop lentement, et que, y compris sur le marché de l'emploi des cadres, qui est un marché de plein emploi, hein, aujourd'hui il y a 3,5% de chômeurs chez les cadres, même sur ce marché, on observe de façon très claire dans nos études, dans notre observatoire, c'est très moche le mot que je vais utiliser, mais des poches d'inégalités, des viviers de cadres qui subissent au quotidien de la discrimination
et de l'inégalité, que ce soit en termes d'accès à l'emploi, en termes de parcours professionnel, en termes d'égalité salariale. Et donc peut-être deux exemples, parce que je pourrais vous en donner bien sûr 50 et vous les avez déjà en tête, sur par exemple les quartiers prioritaires politiques de la ville. Ce qu'on a observé dans une récente étude de l'APEC, c'est bien sûr une inégalité d'accès à l'enseignement supérieur pour les jeunes issus de ces quartiers. Et je vous donne un chiffre, c'est 29% des jeunes des quartiers politiques de la ville qui accèdent à l'enseignement supérieur, contre 56% en moyenne. Vous voyez que l'écart est hyper significatif. Et à diplôme équivalent, lorsqu'en effet les jeunes des quartiers réussissent à accéder à ces études supérieures, on voit que l'accès à l'emploi, et au premier emploi en particulier, reste beaucoup plus difficile, qu'ils n'accèdent pas aux mêmes natures d'emploi, plus de CDD, moindre responsabilité, moindre rémunération, et que cet écart de départ, il se prolonge tout au long de la vie et qu'il est très difficile de le récupérer au fur et à mesure du parcours professionnel. Et peut-être deuxième exemple à l'autre bout de la chaîne, les seniors. Vous avez sans doute vu qu'on a bien sûr beaucoup communiqué sur ce sujet et j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience vraiment partagée sur ce sujet et une volonté d'avancer, une volonté commune d'avancer sur ce sujet. Mais encore aujourd'hui, les seniors sont confrontés au quotidien à des stéréotypes, à des préjugés de la part des employeurs, des recruteurs qu'ils rencontrent. Je vais enfoncer des portes ouvertes, hein, trop cher, peu flexible, technophobe, voilà, difficile à manager. Alors que aujourd'hui, à 55 ans, et pour citer un âge, hein, mais voilà, on a encore plus de 10 ans de carrière professionnelle devant soi. En fait, on a un quart de sa carrière professionnelle devant soi. Donc, on n'est clairement pas en attente de la retraite. On est clairement motivé. On est encore en bonne santé. On a encore plein d'envies et plein de possibilités de se développer. Donc, il est bien sûr tout à fait nécessaire de lutter contre ces préjugés. Et je trouve que sur ce sujet, on a tous un rôle à jouer. Les pouvoirs publics, bien sûr, les partenaires sociaux, le monde associatif, chacun et chacune d'entre nous. Mais les entreprises et les dirigeants d'entreprises et les DRH que vous êtes ont, je pense, vraiment un rôle prioritaire pour que ça bouge. Et c'est pour ça qu'on a été vraiment super contents, super fiers de voir en effet les projets, les initiatives qui ont été présentées pour ce prix. Des initiatives assez bluffantes qui montrent que oui, certaines entreprises s'en emparent. Donc nous, au quotidien, on essaye d'accompagner les TPE-PME sur ce sujet, notamment sur le recrutement inclusif. Là, ce soir, c'est surtout on va dire des grandes entreprises qui ont présenté des projets, mais je trouve aussi que les grandes entreprises, elles ont un rôle majeur pour tirer tout le système. C'est souvent des entreprises qui ont un peu plus de moyens, un peu plus de ressources pour avancer. Donc voilà, vraiment des superbes projets. C'est pas évident de choisir. Majda va en parler. Et bravo à tous et merci. Merci Laetitia. Et il y a eu aussi des plus modestes entreprises, hein, pas que des grosses. Majda, on connaît ton engagement sur les sujets de diversité et d'inclusion. Tu peux nous parler des projets qui ont été présentés aux membres du jury, des 9 projets? Merci Laetitia, merci Audrey. Avant de vous parler des entreprises et ce qu'on a ressenti avec le jury, j'ai envie de remercier la NDRH d'avoir pensé à moi en tant qu'ambassadrice, parce que c'était une évidence, en tout cas moi personnellement, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez exposé, Laetitia, les éléments statistiques, le marché, ce que vous voyez. Eh bien, moi, je dirais, en complément, c'est que la France, elle est riche dans sa diversité au sens large, mais aussi dans sa dimension culturelle et historique. Et donc, la diversité, l'équité, l'inclusion sont essentielles, mais vraiment essentielles pour stimuler l'innovation et la performance. Et dans un contexte social de plus en plus divisé, on le ressent bien, eh bien, célébrer la diversité est non seulement pertinent, mais je dirais vital, pour construire une société encore plus inclusive et harmonieuse. Et c'est un challenge aujourd'hui. Il faut qu'on en soit consciente, toutes et tous. Et je dirais qu'en tant que dirigeantes, nous tous dans cette salle et dirigeants, eh bien dans les entreprises, nous avons un rôle pour contribuer à un monde plus inclusif.
Et ce prix, je dirais que c'est une célébration pour moi ce soir, qu'elle résonne dans mon cœur et dans mes tripes. Donc merci à la NDRH. Et si on avait besoin de preuves, parce que certains, pas que les financiers, veulent des preuves, eh bien les chiffres parlent. Les chiffres nous disent que lorsqu'on a des équipes diverses, eh bien nous pouvons atteindre jusqu'à 30% de plus en profitabilité. Et 30% de turnover en moins. C'est vraiment des études très sérieuses qui prouvent, et je pourrais vous en donner encore plus. Et sans une organisation inclusive, eh bien, nous ne pouvons pas avoir la diversité. Et par ailleurs, il est démontré, dans diverses études encore, que les entreprises qui pratiquent des politiques volontaristes au niveau inclusif, eh bien, sont plus performantes, innovantes et attractives. Et on a parlé d'attractivité, on a parlé du marché du travail. Eh bien, au-delà de notre responsabilité de D&I, on a tous et toutes des enjeux d'attractivité, d'engagement et de fidélisation. Donc, regardons la diversité, la richesse du monde, et on va tous y arriver de manière très certaine. Maintenant, les entreprises, pour les candidatures. En tout cas, je peux vous dire que le jury, on a passé un bon moment, n'est-ce pas Elisabeth, et toute l'équipe présente aujourd'hui. On a eu un grand plaisir, une bonne qualité des dossiers qui ont été étayés, créatifs aussi. Et nous avons vraiment ressenti qu'il y avait de l'investissement, mais aussi une volonté de faire bouger les lignes dans vos entreprises pour avoir un monde plus égalitaire, inclusif et divers. Donc vous avez cherché dans vos dossiers de manière générale, donc là c'est vraiment une synthèse de toutes ces entreprises. Vous combattez les préjugés à travers des escape games ou des expos itinérantes. Vous travaillez sur l'employabilité avec des formations certifiantes ou des métiers de base, la compétence numérique ou encore à travers l'insertion des personnes réfugiées. Vous avez montré aussi des programmes en faveur de la mixité homme-femme, des générations en entreprise, on en a parlé, des seniors, pour donner la place à chacune et chacun. Vous avez mis en place des job sharing pour mettre un équilibre vie pro, vie perso. Et aussi à travers de l'handisport, vous avez engagé aussi des entreprises autour du sport la veille des JO. Nous en avons parlé puisque nous avons besoin d'énergie la veille de ces Paris 2024. Vous nous avez convaincus grâce à vos préparations. Et nous aussi, on vous a senti engagés et on a ressenti toutes vos convictions. Donc merci pour cela, on a eu un moment assez exceptionnel, mais il a fallu choisir. Il a fallu choisir. Voilà, et là je donne la main à Gabriel pour lancer les 2 films des 2 finalistes. Donc le projet Team Athlète, c'est quoi? C'est avant toute chose une aventure humaine. Pourquoi? Parce que nous avons une équipe qui est composée de 50% de femmes, 50% d'hommes, avec différents âges. C'est une équipe 100% handi, avec différents handicaps, aussi bien visibles qu'invisibles. Nous avons des athlètes qui ont tout niveau sportif, on le sait, ils n'iront pas toutes aux Jeux paralympiques, mais c'est pas grave. Notre objectif, c'est de soutenir des personnes qui ont les mêmes enjeux et valeurs que nous, aussi bien sociétales qu'environnementales. Pour nous, cette team est symbole d'inclusion. La force de cette team athlète, c'est qu'elle est un petit peu éparpillée partout en France, ce qui permet de créer un réel lien avec nos collaborateurs et collaboratrices de CGI qui sont également un petit peu éparpillés partout en France à travers nos agences. On cherchait un projet pour faire avancer la cause du handicap chez CGI. Et la team athlète, ça a été vraiment l'opportunité qui nous a permis finalement de bousculer un peu les esprits, de venir mettre de la diversité, encourager la diversité dans les équipes. Et donc la diversité, c'est symbole d'innovation, c'est symbole de créativité. Et aujourd'hui, ça nous a contraints à revisiter nos façons de faire, comment recruter, comment intégrer, comment former. Et donc c'est forcément un symbole de richesse et on a bien l'intention de recruter des sportifs de haut niveau désormais. En tout cas, on s'y prépare. IKEA est engagée dans l'intégration des populations réfugiées depuis de nombreuses années. L'entreprise veut être un acteur majeur sur le sujet de l'intégration de ces populations en développant leur employabilité. En France, on a souhaité accompagner 180 personnes sur 3 années pour favoriser leur emploi dans le pays. Pour ça, on a mis en place un programme qui se constitue d'une formation théorique d'une durée d'environ 2 mois. Une formation qui forme à un métier en tension en France, pas seulement chez IKEA, mais en France. Et puis cette formation, elle est suivie d'une période d'immersion de 3 semaines dans une unité IKEA.
À l'issue de ce programme, les stagiaires sont encouragés à postuler sur un poste ouvert au sein de l'entreprise. En fait, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on a souhaité mettre en place un programme gagnant-gagnant. En matière de résultats, on est très fiers de dire que nous avons pu accompagner 193 personnes et qu'aujourd'hui, plus de 70% d'entre eux ont postulé à un poste. Et un an après leur embauche, 90% d'entre eux sont encore dans l'entreprise avec de beaux parcours de carrière qui se dessinent pour eux. Alors, qui a gagné? Laetitia, je te laisse ouvrir et nous annoncer le vainqueur. Olivier. Bienvenue. C'est bien. Olivier et ton équipe, bonsoir. Bravo. Vous nous racontez, vous nous en dites quelques mots? On est venu en force. Non, pour reprendre peut-être un mot qui a déjà été employé ce soir, c'est le mot élargir. Je pense que vous l'avez employé, Vincent, juste préalablement. Et élargir, c'est un peu le concept. C'est qu'aujourd'hui, en matière de diversité et d'inclusion, on a atteint un niveau qui est plutôt bon, dirais-je, en ayant évidemment l'index d'égalité à 100%, et ça, c'est déjà un indicateur qui est plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, on a effectivement travaillé beaucoup sur la politique handicap. Et je pense que Majda, c'est un beau passage de flambeau. On a travaillé énormément, évidemment, sur l'égalité salariale entre hommes et femmes. Et aujourd'hui, on est à une égalité parfaite. Et donc, il fallait aller plus loin. Il fallait aller chercher, encore une fois, des sources d'inspiration qui nous permettent, à un moment donné, de redonner aussi du sens. Et non seulement le sens d'y être, en partie, puisque quand on parle de relations gagnant-gagnant, ça a été principalement la plus grande réussite de l'entreprise. C'est-à-dire que les thématiques de diversité et d'inclusion étaient véritablement un sentiment de fierté dans l'organisation, ça c'est sûr, mais quand on mesure ce sentiment de fierté, on a encore plus de fierté à imaginer faire partie finalement d'un ensemble et de contribuer à quelque chose de plus grand finalement que la réussite économique de l'entreprise. Et ce sentiment de fierté tel qu'il a été développé, finalement, il a permis aussi de vraiment garder nos collaborateurs dans l'organisation. Ça, c'est une évidence. Et on sait ô combien, dans le secteur du retail, on a souvent des turnovers qui sont quand même relativement élevés. Mais le fait, à un moment donné, de développer ces sentiments de fierté en contribuant à quelque chose de plus grand que la réussite économique, et finalement, ça amène aussi d'autres indicateurs à devoir, à un moment donné, s'améliorer dans le temps. Donc on a effectivement réussi à intégrer 193 personnes réfugiées dans l'organisation. Et donc ça nous a réellement, en tous les cas, apporté cet élément-là. Je ne sais pas si tu souhaites rajouter 2-3 éléments. Très rapidement, simplement dire que finalement, nous sommes très fiers en fait, d'incarner ce projet. On espère donner beaucoup d'inspiration aussi à d'autres entreprises, puisque finalement, on est les grands gagnants de rencontrer ces talents, de rencontrer ces populations réfugiées qui ont tellement à partager, et puis la fierté aussi que ça procure au sein de nos équipes, la cohésion qu'on crée aussi autour de ces programmes. C'est le rapport gagnant-gagnant dont Olivier parlait. On est vraiment très riche de ces rencontres. Voilà, donc merci beaucoup pour cet honneur. Merci de récompenser ce genre de programme et on espère pouvoir encourager d'autres entreprises à s'engager pour cette cause, pour vraiment voir le potentiel de ces populations réfugiées. Bravo. Bravo. Bravo, parce que juste un petit point, parce il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de recruter des personnes réfugiées, mais à cette échelle-là, personnellement, j'en connais pas. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu saluer. Je pense que vous allez recevoir quelques coups de fil pour nous en parler. Voilà. Bon, on va pas. Encore bravo, félicitations. On est très heureux. On va passer au deuxième prix, donc le prix RH et environnement. Et pour cela, Nicolas, je t'invite à monter sur scène, et Catherine. Voilà, quand même.
Catherine, peux-tu nous parler de l'environnement dans ta politique RH chez Orange? Je ne l'ai pas signalé. Chez Orange, comment ça se traduit dans tes actions RH? Bonsoir à tous. Permettez-moi quelques secondes de jubilation. Ça fait 15 ans que je travaille dans la responsabilité sociale d'entreprise et je pense qu'il y a encore quelques années, on m'aurait dit il y a un prix sur les RH hors environnement, j'aurais dit ça à ma hiérarchie. Je pense qu'ils m'auraient regardé avec des yeux ronds en voyant pas trop la corrélation entre les RH et l'environnement. Donc merci, un grand bravo à tous. Chez Orange, on a la chance d'être dans le deuxième plan stratégique qui met la RSE au cœur. Et c'est le deuxième plan stratégique consécutif où explicitement les compétences RSE sont définies comme étant stratégiques et prioritaires. Donc clairement, la politique RH aujourd'hui il n'est plus l'heure d'avoir des RH qui sont à côté du business, mais on est vraiment une condition, un allié de la réussite de nos engagements, que ce soit le net zéro carbone, qu'on a beaucoup pris, je dis comme engagement dans les grandes entreprises et dans les plus petites, des engagements sur l'éco-conception, des engagements sur la sobriété énergétique, des engagements sur l'analyse de cycle de vie pour les plus techniques. Tout ça pour vous dire que ça fait 2 ans qu'on est sur de l'acculturation à la RSE. Aujourd'hui, on est sur de la montée en compétences dans les métiers, on est sur des gestes techniques. Aujourd'hui, on n'est plus une option, on est un partenaire business pour atteindre nos objectifs business. Du coup, on a une stratégie très simple. On a une montée en compétences stratégique du groupe qui est basée sur de l'acculturation de tous les métiers dans tous les pays où le groupe est présent. Ensuite, on a une montée en compétences par métier. Et là, tout l'effort est sur être un marketeur responsable, être un financier responsable, être un ingénieur, un data analyst, faire du cloud responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout ça, c'est des gestes techniques. Et donc, on a une vraie politique de se dire « every job is a CSR job » chez Orange. Donc, tous les jobs sont des jobs RSE. Ce n'est pas des jobs en plus, ce n'est pas des jobs à côté. Tout le monde doit porter ces enjeux-là. Ça porte du sens. Et les métiers des ressources humaines ne sont pas en reste, puisqu'on a une grande ambition de faire monter en compétences dans notre DRH des métiers tels que l'attractivité employeur, on en a parlé tout à l'heure. Comment attirer des talents aujourd'hui dans la data, dans l'IA, dans la cybersécurité, si on ne leur dit pas qu'on va prendre en compte les enjeux de sobriété énergétique, les enjeux de diversité et d'inclusion, c'est pas possible. On doit aussi faire monter en compétence ceux qui sont dans les relations sociales, puisque les nouvelles prérogatives des représentants du personnel sur les enjeux environnementaux sont clés. Et enfin, tout ce qui est RH de proximité, puisque les risques climatiques, l'éco-anxiété sont aujourd'hui dans notre quotidien. Donc, toute la fonction RH, tous les métiers RH doivent monter en compétence sur ces enjeux environnementaux, en plus des enjeux diversité et inclusion historique. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Nicolas. Nicolas, c'est toi l'ambassadeur de ce prix. Donc, Nicolas, tu étais DRH, tu es passé DGA. Au regard de ton expérience, tu peux nous raconter quoi des entreprises, des DRH qui ont postulé sur ce prix? Alors d'abord, j'étais vraiment ravi de voir qu'un prix était dédié à la thématique RH et environnement. Et comme Catherine le disait, c'est devenu une thématique centrale. Si on veut fidéliser nos talents, si on veut recruter aujourd'hui et demain, il faut que la thématique de la RSE généralement, mais plus particulièrement environnementale, soit intégrée pleinement dans l'ADN de nos stratégies de recrutement et de rétention des talents. Aujourd'hui, moi j'ai à peu près 1 personne sur 2 qu'on reçoit en entretien pour un recrutement qui nous pose la question. C'est pas nous qui allons les interroger, ils nous mettent au défi, ils nous challenge sur l'adéquation entre les valeurs qu'on affiche et les actes concrets en termes de politique environnementale, notre empreinte sur la société. Donc j'étais vraiment ravi de participer à ce jury. On a eu des échanges très fructueux, alors pas seulement sur ce prix RH et environnement, mais sur toutes les autres catégories. Et j'ai trouvé que l'ambiance du jury était vraiment super positive et c'est un très bon moment que je vous encourage à partager à d'autres occasions. Parmi les candidats que l'on a écoutés, on les a lus, puis on les a écoutés, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des thématiques et des
des actes innovants qui en ressortaient, et c'était vraiment intéressant de les entendre en plus de leur dossier, puisque finalement ils nous transmettent aussi toute la passion qui va avec les initiatives qu'ils ont prises. À titre d'exemple, j'ai en tête par exemple une entreprise, je crois que c'était le laboratoire Pilège, qui nous disait, nous on a mis en place à très grande échelle sur l'ensemble de nos collaborateurs une fresque environnement et santé pour nos collaborateurs, pour que les gens qui sont dans l'entreprise aient envie d'y rester parce qu'ils sont concernés par les thématiques de société qui vont peser demain. On a eu également, par exemple, Ecovadis, qui a mis en place à l'échelle de l'ensemble de son entreprise une politique qui permet vraiment de mobiliser les collaborateurs en disant, en plus de vous donner vos budgets en euros chaque année, on va donner à chaque département un budget maximal d'émissions carbone, en responsabilisant les directrices et les directeurs de départements, en donnant des objectifs à la baisse sur les émissions carbone chaque année. Et on fait le constat qu'ils ont réussi dans tous les départements à abaisser, à faire respecter les objectifs et à s'engager du coup pour l'avenir. J'ai également en tête Pau Béarn Habitat, qui a une politique véritablement ambitieuse, qui a vraiment mis au cœur de sa stratégie la RSE comme un argument pour retenir les talents qui sont déjà dans leur entreprise et pour attirer de nouveaux talents, en mettant en place un programme de réduction des déchets, de réduction des émissions de carbone. Mais je vous donne un exemple très concret. Mettre en place des équipements du type vélo à assistance électrique. C'est très bien, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont acheté une flotte, super. Mais mettre en place en parallèle des parkings sécurisés, des douches pour les salariés qui viennent véritablement en vélo, ça change la donne. On s'intéresse aux conditions de travail, c'est pas qu'un effet d'affichage. Ils ont formé les salariés, sensibilisé, mis en place des éco-guides. Bon, c'est véritablement une politique qui a irrigué finalement l'ensemble de la stratégie RSE. Et je trouve que parmi les différents candidats, là, on a 3-4 candidats qui ressortaient vraiment du lot. Et je trouve que véritablement, ça mérite qu'on les applaudisse. Merci Nicolas. Gabriel, à toi pour les petits films des 2 finalistes. Pau Béarn Habitat est le bailleur social de Pau. Ce sont 140 collaborateurs qui interviennent dans la construction et la gestion des logements sociaux, dans l'accession à la propriété et dans le renouvellement urbain. C'est en notre qualité d'acteur du territoire que nous avons souhaité contribuer de manière volontaire au développement durable, en nous interrogeant sur le sens et l'impact de nos activités. C'est donc à partir d'un projet d'entreprise baptisé Andaban, sur une durée de 4 ans, co-construit et basé sur l'intelligence collective, que notre stratégie se décline encore aujourd'hui. Nous avons travaillé de manière collective plusieurs thématiques avec la mise en place de plans d'action éco-responsables en interne et en externe, portant sur un programme de réduction des déchets, un programme de réduction de notre empreinte carbone, un programme de formation et de sensibilisation de nos collaborateurs et un programme d'aménagement durable de notre patrimoine. Engagé dans une démarche RSE volontaire et partagée, ce projet contribue pleinement au travail entrepris par les équipes portant sur des enjeux stratégiques, développer l'éco-citoyenneté et contribuer à une ville durable. Enfin, les bénéfices sont nombreux. On optimise notre fonctionnement en matière environnementale, on renforce notre image de marque, on fidélise et on développe l'engagement des collaborateurs et on fédère autour d'un projet fort, porteur de sens pour tous. Chez Ecovadis, nous avons mis en place une innovation responsable, une action simple à mettre en place, qui est tout simplement la définition d'un budget carbone, qui est associé aux budgets financiers qui ont été mis en place pour chaque manager de l'organisation. Alors en même temps qu'on définit les objectifs financiers de l'année, nous avons défini la trajectoire carbone en réduction afin de continuer dans la décroissance de notre impact sur l'environnement, de définir pour chaque manager un budget maximal inférieur par rapport aux années précédentes. Ça nous permet tous les mois de vérifier où nous nous situons, de continuer à avoir un impact positif. Une action qui a été informellement créée, tout simplement une banque d'échange lorsque certaines équipes avaient besoin de davantage de carbone versus d'autres qui pouvaient mettre leurs priorités plutôt en retrait. Et donc ça a permis des bonnes pratiques et de pouvoir atteindre nos objectifs. Alors j'espère aujourd'hui réussir à vous convaincre de mettre en place cette pratique au sein de vos sociétés. Alors Catherine, c'est celui-ci.
Alors. Il y a un roulement de tambour ou pas? Oui. Et le prix RH et environnement est attribué à Pau Béarn Habitat. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes pour avoir salué notre projet. C'est un petit peu particulier pour nous d'être ici, parmi vous. Je pense qu'on doit être le petit poussé de la soirée. Voilà, on arrive de loin, de Pau, une très belle ville. Voilà, donc oui, ça s'entend, je sais. Donc merci, on est très fiers. De ramener le trophée à la maison. Ils nous attendent, ils nous l'ont demandé. Donc voilà, c'est un vrai travail collaboratif à notre échelle, avec notre ambition. C'est 140 collaborateurs. On travaille vraiment cette thématique. On est dans le logement social, l'environnement, on le sait, c'est une vraie question. On en entend parler au quotidien. Voilà, donc c'est une vraie réussite pour nous, un vrai engagement. Donc merci. Merci à la NDRH en tout cas. Merci beaucoup d'avoir porté toute cette attention sur notre projet. Et merci aussi à l'entreprise, puisque moi j'ai eu l'occasion de piloter un projet au travers de cette démarche Sendaban, qui signifie en avant sur 4 ans, c'est en patois. Je voulais juste dire que voilà, c'est une démarche transversale, interne. On n'a pas fait appel à un cabinet externe, on a tout fait chez nous, on en est très fiers. Et je crois que voilà, on est encore plus fiers de gagner ce prix ce soir. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On est très heureux pour vous. Je dois ajouter quand même que ce programme est en plus reproductible. Donc c'est aussi une des choses qui fait que quand même on a envie de le partager avec vous, parce que la démarche qu'ils ont menée en interne, elle est parfaitement reproductible dans beaucoup d'entreprises. Donc elle est censée nous inspirer. Voilà. Merci Nicolas. Allez, on passe au troisième prix, le prix du Caire. J'invite Solena à me rejoindre et Aurore de BC. Alors Aurore, en quoi récompenser un projet RH sur la thématique du Caire te semble important? Merci Solena. Merci Audrey et bonsoir à toutes et à tous. Alors moi je suis particulièrement ravie, effectivement, de remettre avec Solena ce prix du Caire. Donc, ce prix, il vise à mettre en lumière des projets RH qui ont une incidence décisive sur des questions de santé mentale, de bien-être et de cohésion. Donc, on le comprend, le Caire, c'est finalement une notion très vaste qui couvre à la fois des obligations légales de l'employeur, qui aussi adresse le sujet des attentes grandissantes des salariés, attentes avec une demande de plus en plus forte d'individualisation. Et puis, c'est des projets qui finalement couvrent aussi assez largement la politique sociale de l'entreprise. Le Caire, ça pose aussi la question de, finalement, pour l'entreprise, de l'équilibre entre finalement la sphère professionnelle et la sphère privée, et de l'implication de l'entreprise sur des sujets qui pourraient être réputés personnels. Je pense par exemple aux accompagnements par l'entreprise de salariés qui ont une maladie redoutée, comme le cancer. Je pense aux dispositifs RH qui sont mis en place pour faciliter la vie des aidants. Je pense aussi au rôle des employeurs pour accueillir le traumatisme des salariés de leurs entreprises. Et là, je fais une petite parenthèse, mais la NDRH a mis en lumière récemment justement le rôle des RH et des managers face aux violences faites aux femmes. Donc ça aussi, c'est du Caire. Donc le Caire, c'est vraiment un sujet qui est au cœur de l'actualité des entreprises. Alors on le sait, depuis la crise Covid, la vision qu'ont les salariés du monde du travail, elle a beaucoup évolué. Ils ont une attente très forte en ce qui concerne le bien-être. Ils comptent
sur l'entreprise pour veiller à leur bien-être. C'est donc aussi le CARE un enjeu d'attractivité des marques employeurs. Et puis en matière de santé mentale, eh bien la santé psychologique des salariés comme de l'ensemble de la population française, elle s'est détériorée, particulièrement chez les femmes et chez les moins de 30 ans. Et aujourd'hui, les troubles psychologiques, c'est la première cause des arrêts de travail de longue durée. Et donc, très logiquement d'ailleurs, dans l'enquête que la NDRH avait menée sur les tendances de la rentrée 2023, vous, DRH, vous étiez très nombreux à estimer qu'une meilleure prise en charge de la santé psychologique des collaborateurs, c'était une urgence en matière de santé mentale. Et puis, en parallèle, ce qu'on constate, c'est que finalement, quand on les interroge, parce qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui nous le disent, les salariés, ils jugent insuffisant finalement les actions des entreprises, justement, en matière de CARE. Et pourtant, les actions, elles sont multiples. Les initiatives, elles sont très diverses, elles sont très créatives. On l'a vu l'année dernière déjà avec le prix du CARE 2022. Et cette année, et Solena va en parler, on l'a vu aussi avec la grande richesse des projets qui ont été reçus. Merci Aurore de ton éclairage, très intéressant. Solena, c'est toi l'ambassadrice pour ce prix-là. Qu'est-ce que vous avez été chercher? Qu'est-ce que le jury a été chercher dans les dossiers? Alors, on a été très attentifs aux entreprises qui ont été au-delà du minimum légal. C'est vrai qu'en tant que DRH, quand on parle du CARE, on pense souvent mutuelle, mais ça va au-delà de ça. Donc, on a été très attentifs aux projets qui ont été au-delà du minimum légal. On a aussi regardé les entreprises qui proposaient des offres de santé équitables, justes, et qui couvraient l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qu'on soit cadre ou non cadre, et qui couvrent les opérationnels, les commerciaux, etc. Donc on a été très attentifs à ça. On a regardé si les projets avaient un vrai impact sur les organisations, les projets qui étaient en lien aussi avec le secteur d'activité. Et on a aussi vu que la santé, c'est large, en fait, ce que tu disais, Aurore, la santé mentale, la maladie professionnelle, les accidents de travail. Dans tous ces aspects-là, ce qui était important, c'est de voir l'implication aussi des équipes RH sur ces projets CARE. Et parmi nos 7 projets, on a été très agréablement surpris sur l'innovation qu'ils ont apportée. On a eu des sujets divers, ça a été très inspirant, en tout cas moi en tant que DRH sur ma pratique, ça a été très inspirant. Donc merci beaucoup aux 7 entreprises et puis merci aux membres du jury représentés par Elisabeth. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé sur les projets et du coup on va vous en dire plus sur la suite. Vous l'avez compris, le projet CARE. C'est Gabrielle qui est à la manœuvre. Le principe fondateur de notre programme, c'est comment un soignant peut prendre soin des résidents ou des patients si l'institution ne prend pas suffisamment soin de ses équipes et si le quotidien des soignants, c'est l'usure, la pénibilité et l'accident du travail. Investir dans la lutte contre la sinistralité ou la prévention, c'est lutter contre tout cela et aussi apporter de la reconnaissance aux professionnels. Afin de réduire l'absentéisme lié à la sinistralité des métiers de soignants en EHPAD, aides-soignants et infirmiers, le village EHPAD Terre-Nègre a mis en place depuis 5 ans un programme pluriannuel d'investissement en matériel et en formation interne qui est appelé la Blues sans Blues. Plus de 450 000 € ont été investis dans des lèvres malades sur rails motorisés, des sièges motorisés de relevage ou encore dans une création d'une salle de formation et d'entraînement dédiée au personnel soignant, ce qui a permis de diviser par 2,5 le taux d'absentéisme ainsi que le taux d'accident de travail et ce qui en fait aujourd'hui un établissement qui est cité et pris pour exemple par la CARSAT. Aujourd'hui, nous n'avons pas de poste à pourvoir de soignants. Le taux de turnover est nul, là où les autres établissements de santé ferment des lits pour répondre aux contraintes RH. Les raisons de notre candidature, c'est que le secteur sanitaire et médico-social a le niveau de sinistralité le plus élevé de tous les secteurs professionnels.
Le programme La Blouse sans le Blues démontre qu'il est possible pour les établissements de santé de réduire leur sinistralité et de développer l'attractivité de leur métier pour le recrutement des soignants. Depuis plusieurs années, les magasins U se sont engagés à porter assistance aux salariés victimes d'accidents graves sur le lieu de travail. Décès, blessures graves, attentats, braquages, prise d'otages. Et puis aussi, on s'est aperçu qu'on pouvait être otage dans sa propre maison. Et le dispositif s'est étendu aux salariés victimes de violences conjugales. En fait, c'est tout simple. On n'a pas besoin d'être médecin ou psychologue pour être en capacité d'écouter, rassurer et orienter les salariés victimes qui demanderaient assistance pour des faits sur le lieu de travail et aussi à la maison. Alors, le prix du Caire est attribué à Coopérative U Enseigne. Félicitations. Félicitations, un petit mot? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup de fierté pour nous. C'est vrai qu'à l'origine de ce dispositif, il y a un événement terrible. C'est un attentat qui a frappé un de nos supermarchés. On ne va pas en dire plus aujourd'hui, parce que les faits sont en ce moment jugés à la Cour d'assises de Paris. On a une pensée très respectueuse pour les victimes et leurs familles. Pour nous, c'était important que sorte de cet événement incroyable quelque chose de positif. Et grâce à notre système coopératif, à nos présidents, à nos associés et à une très belle rencontre avec le docteur Satya Lancel, docteur en psychologie. On a modélisé un accompagnement de tous nos collaborateurs en cas d'incident grave et en supermarché, 1700 supermarchés, il n'y a pas une semaine où ce dispositif n'est pas mis en œuvre. C'est un accompagnement que Satya vous exposera en quelques secondes tout à l'heure. Et très récemment, on a également, fort d'expériences malheureuses sur le sujet, élargi ce dispositif aux violences intrafamiliales. Là également, c'est un dispositif qui malheureusement est actionné régulièrement. Et un grand merci à Satya, à nos collaborateurs RH en magasin, en coopérative, qui actionnent ce dispositif avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup de fierté de porter ces valeurs de notre coopérative. Et merci encore Satya pour ton accompagnement. On n'aurait jamais pu faire ça sans toi. Je te laisse dire quelques mots. Merci. Ouais, bonsoir à tous. Alors merci Sylvie, c'est vrai que on peut s'épanouir dans une entreprise quand l'entreprise elle est politiquement engagée pour des sujets. Et ce qu'on a envie de vous dire ce soir, c'est que c'est un rêve pour nous d'envisager que tout le monde fasse la même chose. Parce qu'en fait, tout est simple. On peut s'occuper... moi, je pense très certainement qu'on doit être là pour des talents, pour se développer, pour tout ça. Mais on doit aussi être là dans les moments difficiles de la vie. On doit dire à ses salariés, si ça ne va pas, on sera là pour toi. Et la grande nouveauté de ces dernières années, parce que moi j'ai toujours défendu le droit des victimes, et je pense qu'il peut évoluer de toute façon au point de vue juridique, enfin bref, on peut vraiment aller beaucoup plus loin que ces obligations employeurs de sécurité, c'est qu'aussi on peut aussi se mêler de ce qui se passe à la maison. Et ça c'est un truc qui est incroyable. C'est un truc où, quand on en parlait il y a quelques années, on me disait, bon, Satya, on va peut-être pas aller si loin. Et je pense que si, on peut aller super loin. Et on peut tous le mettre en place. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, c'est à la portée de nous tous. Et je pense que si tous ensemble, on se dit, OK, maintenant, on va pouvoir répondre à toute demande d'assistance. L'employeur peut ouvrir des droits qui sont exceptionnels pour ses salariés. Je pense que là, on aura vraiment gagné et on sera vers un monde beaucoup plus juste. Et c'est ça que je défends. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations. Merci. Pour rebondir, et ça va aussi faire la transition avec le prix suivant. La NDRH a pris position sur le sujet des violences faites aux femmes. Et justement, j'accueille Céline, qui est la présidente de l'ONU Femmes France. Vous le savez, on a collaboré ensemble pour produire, rédiger, co-rédiger un guide qui est sorti en octobre dernier sur... Merci de l'avoir apporté. Sur les violences faites aux femmes et le guide pour les managers et RH.
Donc l'association a pris position sur la question que tu posais sur faut-il intervenir oui non sur le sujet. Voilà, donc Céline, je te laisse la parole quelques instants. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Qui a téléchargé le guide ou l'a utilisé? Petit sondage, j'aime bien voir. Bon, il y a encore un petit peu de marge, donc c'est bien que l'on soit là ce soir. Quelques mots. En fait, je suis ravie d'intervenir entre le CARE, les RH et le business parce que l'égalité et la lutte contre les violences, c'est précisément au cœur de ces 3 sujets. On a rappelé les données sur la détresse psychologique qui est grandissante. Je lisais encore une étude il n'y a pas très longtemps. 48%, vous le savez, puisque c'est votre métier, des salariés français déclarent être en détresse psychologique. C'est quand même fou, c'est quasiment la moitié des salariés en France. Et j'ai plein d'autres chiffres, mais je vais vous les épargner parce que le timing nous presse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour nous, à ONU Femmes France, le métier DRH, c'est vraiment un métier de qualité. C'est un métier d'être artisan du sens. Et c'est très délicat comme métier. Vous êtes parfois paratonnerre, on le sait, parce qu'on travaille beaucoup avec vous. Facilitateur de dialogue, dans les sujets politiques, dans les conflits, à accueillir aussi. Et c'est compliqué quand même de faire ce métier. Donc déjà, bravo à vous. Je voudrais qu'on applaudisse la salle aussi, à nouveau, parce que c'est un métier difficile. Et un métier compliqué. La bonne nouvelle, j'écoutais ce matin une femme d'ailleurs brillante, Cécile Van Link, qui est prospectiviste, et qui disait l'IA, en fait, c'est intéressant. Alors, il y a plein de menaces, parce que dans les métiers RH, ça va libérer du temps pour redonner courage et s'intéresser à nouveau à l'humain. Alors, vous y étiez intéressé bien sûr avant, mais ça va peut-être dégager un peu de temps pour rentrer un peu plus dans des processus humains. Et dans humain, il y a femmes, 50% de l'humanité. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et nous, on a fait ce guide contre les violences pour prévenir. D'abord pour comprendre, parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître ce sujet. En fait, très peu le connaissent très bien. Moi y compris. Évidemment, on connaît la loi, mais on ne sait pas toujours comment agir face à un être humain dans une entreprise qui a des comportements étranges, qui vous fait des appels au secours. C'est vrai aussi d'ailleurs dans l'aide sociale à l'enfance. On ne sait pas toujours comment réagir. Il faut avoir l'humilité de le dire. Il faut avoir l'humilité de se le partager pour se dire comment est-ce que je réagis. Donc comprendre, diagnostiquer. Dans le guide, on vous indique qu'une femme sur 2 est confrontée à des violences sexistes ou sexuelles dans le cadre de l'entreprise. C'était donné de 2019, c'est quand même beaucoup. Je rappelle qu'une femme sur 3 dans le monde a été ou sera victime de violences. 1 sur 3 dans cette salle, on peut compter. Et ça a des conséquences sur les organisations, évidemment en termes de lien social. De performance, ne soyons pas bénis. Oui, on l'a dit, l'égalité, c'est un facteur de performance. La lutte contre les violences, c'est aussi un facteur de performance majeur. Et donc, on doit le défendre aussi pour cela. Un chiffre intéressant qu'on cite assez peu, 1,5 milliard de dollars, ça fait 2% du PIB mondial, est détruit et perdu à cause des sujets d'inégalité dans le monde. C'est énorme. Donc, il y a aussi le sujet économique. Et ONU Femmes, donc c'est l'agence mondiale championne de l'égalité dans le monde, qui est présente dans bon nombre de pays, avec des programmes de terrain, avec de l'impact auprès de milliers de bénéficiaires. Et nous, ONU Femmes France, donc on représente, on est le relais de cette agence. Et donc, on est à votre écoute ce soir. Il y a énormément de personnes de l'équipe et du conseil d'administration que je remercie pour discuter avec vous, vous aider à mettre en œuvre des politiques en faveur de l'égalité, vous aider aussi sur des benchmarks, des éclairages internationaux. C'est toujours intéressant. Et on a beaucoup de stéréotypes en la matière. On pense parfois être beaucoup plus avancé que d'autres pays. Quand on regarde dans les faits, on s'aperçoit que des pays qui paraissent non avancés le sont beaucoup plus. Donc, c'est intéressant aussi. Et je termine en citant... J'étais il y a pas longtemps avec l'équipe du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, et un membre de son équipe dit une chose très simple. Il dit aucun système n'est éternel, parce qu'il parlait vous savez, en République démocratique du Congo, des viols de guerre. Et en fait, aucun système n'est éternel, ni les bons systèmes, ni les systèmes défaillants. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de changer les choses. L'inégalité, la violence, c'est pas une opinion, c'est un délit. Alors il faut avoir, je pense vraiment, l'écoute pour les gens qui sont maladroits. Il ne faut pas toujours se regarder en chien de garde et remettre de l'agressivité dans nos relations. On a besoin de solidarité, on a besoin de s'écouter. Mais quand, en revanche, des lignes rouges sont franchies, il faut être impitoyable parce que ça s'appelle un délit et la loi, ça compte. Merci à vous d'avoir ce pouvoir, exercez-le et devenez, regardez, je vais finir avec ça, des CEO, des Chief Equality Officer. Peut-être que c'est pas un hasard si c'est CEO. Merci. Merci Céline.
Merci Céline de nous avoir accompagnés dans cette opération également. Alors, on va passer à l'avant-dernier prix. Et donc pour cela, j'invite Anne à monter sur scène et Yvan. Alors, donc c'est RH et business. Et donc, Yvan, ça résonne comment aussi chez toi? Voilà, la place du RH dans le business, évidemment qu'on y est collé, évidemment qu'on travaille pour ça. Mais tu peux nous en raconter quoi? Ça résonne très fort. J'ai entendu beaucoup de très belles choses ce soir et c'est dur de passer derrière effectivement ce témoignage autour de la défense des droits des femmes. Ça résonne pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais un père qui était médecin du travail, qui n'est plus là, et une mère psychologue qui accompagnait des jeunes femmes victimes d'abus sexuels. Mon père a toujours œuvré pour rapprocher les directions générales et les RH. Et je vous parle de ça dans les années 80-90. Et c'est quelque chose qu'il nous a transmis foncièrement dans l'ADN. Et aujourd'hui, je trouvais essentiel d'accompagner la NDRH pour pouvoir mettre en avant l'ensemble des actions et aussi des enjeux que les DRH mènent, je dirais, pour donner du sens et pour nourrir naturellement le développement d'une entreprise. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, c'est que IDESO accompagne depuis un peu plus de 15 ans à peu près 35 000 recruteurs par an. Ça fait 1500 entreprises. Et ces recruteurs, on les a vus évoluer dans leurs difficultés, dans l'appréhension du digital, dans le post-Covid, dans demain la pénurie des talents qu'ils cherchent quotidiennement. Et ça, c'est pas toujours évident aussi à faire comprendre aux directions que le marché de l'emploi change, qu'il y a des nouveaux outils, que les attentes des candidats évoluent également, qu'il y a de la RSE, et que, à juste titre, ça a été exprimé à plusieurs reprises ce soir, vous êtes au cœur de la transformation en fait, des entreprises et même du pays, si on peut le dire, sous cette forme-là. Et l'ensemble des projets qu'on a vus ce soir n'en est qu'un exemple flagrant. Donc on est très fiers d'être partenaire de la NDRH sur ce prix RH et business. Et vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner encore quelques années. Merci Yvan. Et toi Anne, qu'est-ce qui a été mis en avant dans les dossiers qui ont été auditionnés? Alors, tout d'abord, c'est un prix que je trouve intéressant parce que c'est vrai, comme dit Yvan, nous, DRH, avec une casquette plutôt orientée humain, et on a pu voir avec les différents prix, on a un rôle essentiel pour la performance de l'entreprise. On est dans une vision terrain et on va pouvoir, avec notre vision 360, créer du lien dans la stratégie d'entreprise pour aller chercher la performance. Et dans les candidats, alors j'étais un petit peu frustrée parce qu'il n'y en avait que 5, hein, j'aurais voulu en voir un peu plus. C'est vrai que c'est audacieux de la part des candidats et des candidates qui ont auditionné pour ce prix, parce qu'il y a vraiment un engagement personnel pour pouvoir à la fois, alors je suis un peu forte, sauver l'entreprise, pouvoir l'adapter à la transformation, pouvoir développer à l'international. Il y avait cette capacité à avoir un business, mais pour sauver des emplois, pour fidéliser ses salariés, pour donner envie aussi à l'entreprise de continuer à avoir une visibilité de la part de ses partenaires, clients et fournisseurs. Et c'est, je pense, au-delà de tout ce qu'on peut voir de nos missions, d'être attentif bien sûr au bien-être de nos collaborateurs, de donner envie à d'autres personnes de nous rejoindre dans nos organisations, c'est aussi de relever les manches, de prendre les taureaux par les cornes. Je suis un peu voilà, dans des expressions simples, mais c'est aussi se dire, voilà, elles sont capables, ces personnes-là, de donner envie, de créer des postes à dimension commerciale et de participer activement à la stratégie de l'entreprise, tout en ayant bien sûr conscience de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, sur la société et sur le sociétal. Et je pense qu'on est maintenant incontournable et il faut continuer bien sûr dans ce sens, avec bien sûr chacune et chacun nos personnalités, avec nos observations qu'on a pu avoir. Et puis le Covid nous a permis aussi de nous faire entendre, d'être considérés, et je trouve, voilà, bravo pour les 5 candidats, et ça a été une belle aventure aussi parmi tous les membres du jury, parce que c'est une des belles rencontres, et de pouvoir aussi croiser
croiser nos regards et avoir nos avis qui ne se rejoignaient assez facilement, mais on avait chacun un petit peu nos coups de cœur. Il fallait en choisir et en sélectionner. Merci Anne. On va découvrir nos 2 finalistes. Donc, le Groupama Bootcamp Innovation, c'est une expérience originale qui permet à des collaborateurs de notre groupe, quel que soit leur métier, leur origine, en termes d'entreprise, de participer à un travail dans un incubateur de start-up pour imaginer des projets innovants avec des méthodes nouvelles, des méthodes expérimentales qui leur permettent donc de sortir du cadre et de travailler dans un format différent de manière plus efficace et plus innovante. Transformer une ingénierie de type centre de recherche légèrement assoupi en entreprise performante en 2 ans, c'est possible. C'est ce que montre la métamorphose de Vibratech depuis 2021. Comment ? Eh bien, la DRH a su doter la direction commerciale et ses équipes de super pouvoirs. D'abord par la formation, avec un manager de transition judicieusement choisi pour accompagner la direction commerciale. Ensuite, grâce au recrutement réussi d'un responsable marketing et de business developer, avec des fiches de poste co-construites, des grilles d'évaluation, des conduites d'entretien, une grille de rémunération claire, équitable et motivante et des parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs revisités. L'évolution business de Vibratech a en retour changé la DRH avec la progression du marketing RH et une posture résolument tournée vers le business. Yvan, à toi la parole pour nous dire qui a gagné. C'est parti pour le roulement de tambour. Et donc le prix RH et Business est attribué à Groupama. Bravo. On a Jacques-Olivier et Laurent, bienvenue, bravo, félicitations. Bah écoutez, un grand merci pour ce prix, merci au jury, à la NDRH. On est vraiment très heureux de recevoir ce prix pour cette initiative qui nous tient vraiment à cœur, parce qu'elle est originale dans la vie d'un groupe comme le nôtre, il faut bien le dire. Elle permet vraiment aux collaborateurs de sortir du cadre, de son cadre quotidien, de travailler sur des sujets qui, la plupart du temps, n'ont rien à voir avec sa fonction, avec ses missions habituelles, de s'approprier des nouvelles méthodes de travail, y compris parmi vraiment les plus innovantes. Donc ça, c'est très très important, cette dimension pédagogique. Et au final, de révéler beaucoup de choses, de révéler des talents. Donc énormément de bénéfices de ce type de démarche pour le collaborateur. Et après, on est vraiment dans une opération gagnant-gagnant parce que, vous l'imaginez bien, une grosse entité comme la nôtre, on a besoin de se transformer, on a besoin énormément d'innover, de décloisonner, de créer de la transversalité, de l'horizontalité. Et une opération comme celle-là, elle crée finalement des ambassadeurs. Parce que toutes ces personnes, une fois qu'elles sont passées dans cette opération, elles diffusent un nouvel état d'esprit, des nouvelles méthodes de travail. Et donc, elles font beaucoup de bien à l'entreprise et on en est convaincu en changeant, en bougeant, en sortant du cadre, en faisant bouger les lignes. Ça crée de la performance, ça nous permet d'aller plus vite, d'accélérer un certain nombre de transformations. Donc voilà, on est dans cette logique gagnant pour le collaborateur et évidemment, on l'observe très gagnant pour l'entreprise. Donc merci. Et je crois, Jacques-Olivier, tu as ouvert aujourd'hui même l'édition 2024, puisque c'est une opération, évidemment, qui s'inscrit désormais dans la durée. Oui, tout à fait. Donc, on a démarré aujourd'hui, c'était le kick-off. On a eu 5 équipes projets qui ont démarré leurs travaux aujourd'hui. Et dans les 5 équipes, en fait, on a une équipe qui va travailler spécifiquement sur des sujets de ressources humaines, notamment par rapport au recrutement externe, qui est un sujet pour tout le monde. Donc voilà, je vous dis pas ce qu'on va faire parce que c'est un petit peu secret encore, mais voilà, une équipe va travailler dessus, donc c'est très important. Et surtout, en complément de ce qu'a dit Laurent, voilà, aujourd'hui, c'est une vraie accélération pour l'entreprise parce que
Jusqu'à présent et depuis l'origine, en fait, 85% des projets qui ont été incubés dans les bootcamps ont une suite concrète dans l'entreprise. Ce qui veut dire que c'est pas juste un effet d'accélération ou des choses comme ça, c'est bien quelque chose qui sert à l'entreprise. C'est RH et business. Vous avez Laurent pour la RH, moi pour le business. Et voilà, on fait fonctionner l'entreprise grâce à ça. Merci, en tout cas, on est très très fiers. Encore bravo, merci. Alors, on arrive quasiment au terme de notre cérémonie. Ma chère, je t'invite à me rejoindre, Elisabeth. Alors, donc là, c'est un petit peu spécial. Donc, c'est le prix un peu coup de cœur. Donc, on vous l'a dit, on a eu 60 dossiers. Le jury a travaillé ardemment pour sélectionner 25 qui sont venus pitcher. Elisabeth, qu'est-ce que tu nous dis pour le grand prix, le coup de cœur? Alors peut-être juste préciser que le prix coup de cœur, c'est un prix qui réunit à la fois 50% des votes du jury et 50% des votes des membres de la NDRH. Et je crois que cette année, c'est 287 d'entre vous qui avez voté pour ce prix. Et je dois avouer, je regardais tout le monde défiler tout à l'heure et j'imagine que ce prix a un goût. Je ne parle pas de celui que j'ai entre les mains, mais tous ceux d'entre vous qui avez reçu un prix ce soir, être récompensés par ses pairs, je crois que c'est l'une des plus belles reconnaissances qui soit, parce qu'ils savent ce dont ils parlent. Donc vraiment, félicitations à vous toutes et tous. Et moi, je regardais un peu l'expertise qu'on avait dans les membres de notre jury. Je pense que vous avez mis ensemble des talents, des expertises et des savoir-faire exceptionnels. Et donc, nous n'avons pas fait semblant de décerner des prix. Nous l'avons fait avec beaucoup, beaucoup de critères de choix. Et donc, je peux vous laisser imaginer que celui que je tiens entre les mains là est encore plus particulier. C'est CGI qui l'emporte, ce Grand Prix. Alors, on ne rediffuse pas la vidéo puisque vous l'avez vu. Non, baissez-moi cette musique, s'il vous plaît. Merci. Après. Non, peut-être, vous n'allez pas revoir la vidéo puisque vous l'avez vue diffusée au tout début de cette séquence. Peut-être juste pour vous rappeler que c'est, et ils vont en parler mieux que moi, ça rassemble à la fois le sport, qui est essentiel pour la santé physique, pour la santé mentale, mais on récompense aussi un programme qui met en lumière la force du handicap. Le handicap, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas forcément une vulnérabilité. C'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien compris dans l'entreprise. Tout le monde ne naît pas avec un handicap, mais l'acquiert au fil du temps. Donc il y a plein de compétences et de savoir-faire que les personnes en situation de handicap cumulent, qui font d'elles d'excellentes recrues dans les entreprises. Et CGI, je veux vous remercier de ce que vous avez mis en place pour mettre en lumière les personnes en situation de handicap dans le sport. Vous allez nous partager quelques mots. Merci à toutes et tous. On est ravis, hyper fiers de recevoir ce prix, qui est une belle surprise. Ravis parce que ça représente une reconnaissance d'engagement depuis des années autour de politiques ambitieuses RH, vers l'inclusion, la diversité, l'équité, c'est vraiment important pour nous. On s'est engagé, on a des équipes d'experts qui sont engagées dans ces programmes et qui font que on a réussi à développer ces beaux projets. Notre team d'athlètes, c'est vraiment une team qui a permis de sensibiliser nos collaborateurs, qui ont, par leur témoignage, traduit et démontré des capacités de résilience qui sont inspirants. Ces projets et ces personnalités sont inspirantes et nous donnent la capacité d'innover, de mieux collaborer, de mieux développer l'adhésion dans l'entreprise, et c'est un véritable enjeu. Il y a eu des vrais résultats concrets suite à cette mise en place de cette team athlète, directement sur le terrain, directement sur des reconnaissances de RQTH. Ça marque, c'est concret, et ça permet de travailler dans un environnement de confiance, d'authenticité. En tout cas, une vraie reconnaissance pour notre politique sociale. Un grand merci à tous. Merci, bravo.
Merci Elisabeth de nous avoir accompagnés pendant tout ce process et tout cet exercice. Merci. Je vais prendre mon prix quand même. Bravo, bravo. J'accueille maintenant, pour notre conclusion, Hervé de Cégide. Hervé. Allez. On est dans une année olympique, donc... Bonsoir à tous, merci. J'ai perdu 11 kilos pour être présentable. Du coup, en termes d'inclusion, il n'y avait pas tout à fait le nombre de chaises. Du coup, j'étais réfugié là-bas. Je n'avais pas du tout envie de faire le spectacle en descendant les marches. Évidemment, c'est pour la blague. Je suis évidemment très, très heureux d'être avec vous. Je vous rassure, je vais aller très vite. Je sais que vous avez tous envie de prendre un petit verre. Pour fêter les nombreux prix, j'en profite pour féliciter tous les gagnants. Cégide, c'est une entreprise qui est hyper dynamique, qui fait beaucoup pour l'inclusion, qui fait beaucoup pour le handicap, qui fait beaucoup pour l'égalité homme-femme. Je crois qu'on a un index de 88, avec 40% de femmes. On est surtout en train de faire beaucoup pour mettre de la générative AI dans nos produits. Alors, je ne me suis pas présenté, mais je suis le patron de la division qui commercialise tous les logiciels de talent. Voilà. Donc, la générative AI, pour les ressources humaines, pour l'inclusion, pour le handicap, c'est probablement quelque chose de très important qui est en train d'arriver et qui va donner davantage de chance à chacun. Et donc, pour conclure, parce que je ne suis pas venu vous parler de Cégide, je suis venu parce que je trouve ce que vous faites exceptionnel et je trouve ce qu'a fait CGI encore plus exceptionnel. J'ai lu tous les dossiers. Je n'étais pas dans le jury, on ne me l'a pas demandé, mais j'ai lu tous les dossiers. Et donc, je vais juste vous raconter en 2 secondes pourquoi ça m'a parlé. Parce que, en fait, j'ai rejoint Cégide en cédant ma société, qui est une plateforme de recrutement, Digital Recruiters, qui est le fruit d'un pivot. Quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu envie de faire un truc pour mon pays. C'est ça qui m'a parlé. Je ne viens pas des ressources humaines, du tout. Je viens du business, du marketing digital. Et à 40 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et je me suis dit, sûrement pas énormément, mais un petit peu, et je vais m'intéresser au recrutement. J'ai beaucoup lu. On était en 2011, c'était le début de la marque employeur. C'était exceptionnel. Pour une fois, l'entreprise allait faire des efforts pour séduire le candidat. Moi, je suis la génération il y a 5 millions de chômeurs, ils étaient qu'on se démerder pour trouver du boulot. Vous voyez, on était assez loin de ça. Et du coup, j'ai imaginé une entreprise dans laquelle chacun avait sa chance. Les hommes, les femmes et les entreprises. Quelle que soit leur taille pour les entreprises et quel que soit leur diplôme pour les candidats. Qu'ils aient un très beau diplôme ou pas de diplôme du tout. Et j'ai créé un site emploi avec un mantra, et j'en terminerai là. Et ce mantra, c'était de dire qu'on organisait les conditions de la rencontre entre les entreprises et les candidats pour qu'ils se connaissent mieux, pour mieux se choisir, et en conséquence mieux travailler ensemble et plus longtemps. Autrement dit, pour moi, le moteur de tout, c'est évidemment et avant tout l'être humain. C'est pas le diplôme, c'est le potentiel. Et pour ça, il faut faire tout ce que vous avez fait ce soir et qui a été récompensé. Merci beaucoup de votre attention. Merci, merci Hervé. On clôture sur les paroles d'Hervé. Merci à l'équipe d'avoir tout géré. Et merci à tous les porteurs de dossiers. On sait que c'est du temps. Bravo.